Vous savez que l'ASPAS, c'est l'asso qui s'occupe en général des animaux sauvages, et donc ils ont plein de super projets, et depuis quelques années, ils se sont lancés principalement dans défendre le concept de libre évolution. Ils essaient de créer des endroits, de soutenir des endroits où la nature serait laissée sans l'intervention de la main humaine, et donc principalement pour les animaux. Et donc, ça se traduit par des endroits, des réserves, où il n'y a pas de chasse, où il n'y a pas d'exploitation minière ou forestière ou humaine, dont une zone de 500 hectares dans le Vercors. Et là, évidemment, c'est plus compliqué que prévu, on va voir pourquoi. Et du coup, ils doivent faire une nouvelle cagnotte là récemment pour protéger des cervidés du coin. Écoutez ça, c'est la vidéo de présentation de leur nouveau projet. Je vous présente Bibiche. C'est un cercica, une espèce originaire d'Asie. Mais si on ne fait rien, d'ici quelques mois, Bibiche risque la mort. Je suis Clément et je travaille pour l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS. Je me trouve dans le site Vercors Vie Sauvage, un ensemble de 500 hectares racheté en 2019 grâce à plus de 20 000 donateurs. Cette réserve comprenait un ancien enclos de chasse et quand on est arrivé, on a découvert pas mal de choses macabres. Aujourd'hui, plus de fusils. Nos 150 animaux vivent paisiblement dans la réserve. Sangliers, cerfs, daims et mouflons. Il y a aussi Alexandra et Pierre-Julien, les deux gardiens du site. Tu vois là-bas, c'est Bijou. Celui d'à côté s'appelle Poséidon. Mais Bibiche et ses amis ont besoin de nous. Et nous avons besoin de vous. Pourquoi? Car ils sont sous la coupe d'un arrêté d'abattage, à cause de leur statut d'espèce exotique envahissante. Selon la réglementation, une espèce exotique envahissante est une espèce importée qui peut perturber l'écosystème par un risque d'hybridation. Alors on va essayer de comprendre en quoi c'est vraiment risqué pour la nature que des animaux, des espèces se métissent entre elles, d'accord? Parce que là j'ai vu dans des sites de l'OFB pas mal de concepts eugénistes assez flippants, on va en parler. C'est un risque de mélange entre nos espèces locales, le cerf élaphe, et une espèce exotique, le cercica, ce qui peut entraîner une pollution génétique au sein... Vous voyez, par exemple le terme de pollution génétique, perso j'avais pas entendu ça depuis 1945. de nos écosystèmes. Pour éviter ce risque, avec l'ASPAS, nous avons réussi à stériliser tous les mâles. Mais c'est impossible pour les femelles, car ça peut être un souci pour leur santé. C'est pour ça qu'elles risquent l'abattage. Mais on a trouvé la solution pour les sauver, un outil juridique pour les protéger, un sanctuaire. Et à l'ASPAS, on a encore innové en créant le premier sanctuaire d'ongulés sauvages de France. Alors attention, un sanctuaire n'est ni un centre de soins ni un refuge. C'est un espace clos, adapté aux besoins physiologiques de l'animal et également sécurisé. Cet endroit a l'air absolument magnifique. Pour les cervidés. C'est pour ça que l'ASPAS a besoin de vous pour construire des clôtures adaptées, pour apporter des soins vétérinaires, mais également une alimentation nécessaire à ces animaux. Le sanctuaire est donc la solution pour sauver ces animaux de l'abattage. Mais nous avons peu de temps devant nous, il nous reste seulement 6 mois. Et c'est là où on a besoin de vous pour réunir 300 000 € nécessaires au projet. Car ça va nous permettre de faire tomber les clôtures de l'ancien enclos de chasse et enfin rendre 170 hectares à une nature libre et sauvage. Cet endroit est mortel, je crois que c'est dans la Drôme, mais c'est vraiment trop beau. Le domaine du Vercors Vie Sauvage se trouve ici. J'ai vraiment commencé par dézoomer parce que les gens, à ce qui paraît, sont assez nazes en géographie. Il faut partir de très loin, il faut partir de la Lune, grosso modo. Voilà, c'est là, par là, Vercors Vie Sauvage, domaine de Valfanjouze. Le nom domaine de Valfanjouze, c'est l'ancien nom de cet endroit, parce qu'avant c'était un parc de chasse. C'était un parc de chasse et ça a été racheté en 2019 par l'ASPAS. Grâce à une super cagnotte, on a entendu parler partout sur internet, et donc c'est ça ressemble à ça, il y a des bâtiments, et c'est une zone assez montagneuse, et donc ça fait 490 hectares. Alors 490 hectares, j'ai une carte derrière moi, mais il n'y a que les Compiègnois qui vont avoir la ref évidemment. La forêt de Compiègne, le gros bloc vert qu'on voit en bas là, ça fait 14 000 hectares, donc 500 hectares, c'est vraiment... c'est pas grand, hein. Mais quand même, acheter une zone comme ça, ça demande beaucoup d'argent et ça demande aussi des gens sur place qui puissent faire les gardes, qui puissent s'occuper des animaux, surveiller. Il y a beaucoup de travaux à faire, détruire les anciens miradors, etc., etc. Donc du coup, ça demande beaucoup de boulot. Donc ce lieu, même s'il est petit, il sert quand même, on dirait, de laboratoire, je dirais, mais on en parlera avec Blanche plus tard, pour montrer ce que peut être une région où la main de l'homme ne change pas tout. Du coup, ça peut donner des données scientifiques très importantes pour la suite des choses. Donc ça, c'est la grille avant que l'ASPAS ne libère tout le monde et ne s'occupe de ça.
avec un peu plus de recul et plus de pixels, ah non, moins de pixels malheureusement, on voit quand même l'endroit majestueux que c'est. Grâce à une levée de fonds, en novembre 2019, ils ont enfin signé le bail, après des rebondissements dans tous les sens. Le but annoncé sur le site de l'Aspace au moment où ça s'est signé, c'était aussi, ils le disent clairement, objectif final, préserver la vie des animaux et faire tomber toutes les clôtures. Donc ils disent bien, fermer toutes les clôtures. Mais on va voir que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, parce que ils vont devoir balayer toutes les merdes qu'ont laissé les chasseurs en fait. Ils ont créé un chaos pas possible dans cet endroit. Dans un avenir proche, ce lieu au lourd passif cinégétique sera intégralement redonné à la nature. Et les travaux restent à réaliser avant que ce site ne devienne effectivement une réserve de vie sauvage. Il y a une certaine transition entre un parc de chasse et une réserve de vie sauvage. Il y a un enclos dedans, qui ne représente qu'une partie du territoire, 240 sur 90 des hectares, et sa fermeture n'est qu'une conséquence de la mise en place de la réserve. Et donc en 2021, il y a des problèmes qui commencent à apparaître. Parce qu'évidemment, comme disait le site, il y a une certaine transition entre une zone qui est faite pour flinguer des animaux non-stop, entre richoux, et un truc libre de ça, évidemment. On ne peut pas juste claquer des doigts, enlever les clôtures, parce qu'en fait, cet endroit, c'est un îlot en libre évolution au milieu du reste du monde qui ne l'est pas. Donc du coup, voilà, ils font face à des premiers problèmes. Et celui-ci, c'est celui qui a fait le plus les titres de la presse. Une menace pour les autres animaux, dans la Drôme, la folle échappée des cerfs japonais inquiète, dit Le Parisien en 2022. Là, c'est une photo d'un cerf sika, beaucoup plus petit, tacheté de blanc, il a une tête, il a le museau un petit peu plus court, et qui ont été importés par les anciens propriétaires pour les flinguer. Une quinzaine de cerfs sika ont fui de Vercors Vie Sauvage en décembre 2021, le domaine géré par une asso. C'est la course pour éviter que cette espèce classée invasive ne prolifère dans la garrigue et ne cause des dégâts au sein de la faune locale. J'espère qu'on va comprendre ce que c'est ces dégâts. Moi-même, j'ai toujours pas compris. Une réunion de crise à la mairie, des autopsies à la chaîne. Dans la petite commune de Léoncel, les esprits s'agitent depuis des mois autour d'une évasion pas comme les autres. Celle des cerfs sika, une espèce venue du Japon et considérée comme invasive. Chasseurs et amis des bêtes se renvoient la responsabilité d'une échappée. On dirait qu'en 2021, lors d'une tempête, alors j'ai vu deux versions, comme quoi l'excès de neige aurait fait effondrer une clôture, mais j'ai vu aussi comme quoi, lors d'une tempête, un arbre serait tombé. Le problème que posent les chasseurs, c'est que ces cerfs sika se mélangeraient avec les cerfs élafs locaux, et du coup, créerait une hybridation, attention, je mets des gros guillemets là-dessus, une pollution génétique, parce que pour moi, c'est vraiment des termes de nazis, et donc, mettrait à mal, alors, en termes de nature et de biosphère, j'ai pas vraiment compris ce que ça mettrait à mal, mais en tout cas, ça mettrait à mal la population de cerfs élafs que eux ont importé ici aussi de manière absolument artificielle il y a 50 ans. Et ces animaux en fait qu'ils ont payé pour mettre là et qui rapportent du fric parce que chaque cerf tué par un chasseur, ça rapporte 1500 boules à la société de chasse. Voilà en fait l'enjeu de l'hybridation et du danger que ça peut avoir sur le business de la chasse locale. L'Aspace propose un plan à la préfecture pour recapturer les 13-15 cerfs échappés et pour pas qu'ils soient flingués, évidemment. Sauf que les préfectures, et je le sais dans l'Oise et j'imagine que c'est pareil partout en France, les seuls experts, entre guillemets, de la faune sauvage et de la chasse dans les préfectures, c'est les chasseurs en fait. Ils ont totalement infesté les institutions françaises et du coup dès qu'il y a une question sur les animaux sauvages, la seule réponse que le préfet va avoir en demandant à ses experts c'est bah, flinguez-les quoi, mais butez-les, piégez-les, noyez-les, étranglez-les, poignardez-les. Et donc du coup, bah, ils n'ont pas fait le poids face à ça et du coup, Drôme, des cerfs abattus dans le Vercors pour éviter une pollution génétique. Les lieutenants de louveterie ont ainsi abattu 8 cerfs. Des analyses doivent désormais confirmer si ce sont des hybrides. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça veut dire que ils ont dit bon les gars, il y a peut-être dans la nature des cerfs hybrides. Du coup, open bar, vous pouvez flinguer tous les cerfs que vous voyez. Envoyez Roger, envoyez Jean-Marc. Flinguer des cerfs, ensuite on verra si c'est les bons. C'est exactement comme ça que fonctionne la gestion de la faune sauvage en France, d'accord? C'est-à-dire que on suspecte un problème, des mecs créent un problème de toutes pièces, parce qu'on va le voir, il n'y a pas d'études, il n'y a pas encore d'études qui prouvent que ça crée le moins de problèmes. L'hybridation des cerfs sika et élafs, en tout cas pas en France. Mais on dit, bon bah, open bar, flinguer tout. Et du coup, ils ont flingué des cerfs, sans savoir si c'était problématique ou non. Magnifique. Mais on aura les réponses à toutes ces questions, chers camarades. Et bien plus encore. Blanche, tu m'entends? Comment tu vas?
Bonjour Stan. Ok, je te mets en direct. Désolé, je te tutoie, mais on se vous voyait juste avant, et là, je vois là, mais je te tutoie, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, non, je préfère. C'est plus sympa. Ce sera plus simple, ouais. Donc, est-ce que tu as suivi le début de l'émission? Est-ce que j'ai dit des bêtises déjà? Alors oui, j'ai suivi un petit peu le début de l'émission. Non, t'as pas dit de bêtises particulières. C'est juste par rapport aux échappés. Effectivement, il y a eu des erreurs sur la presse. Hein. C'est pas des SICA qui se sont échappés, c'est des cerfs ELAF. Voilà, mais ça, je pense qu'on pourra en rediscuter après. Non, sinon, je crois pas trop. Pas de bêtises. Non, on va aborder. Pas de grosses bêtises en tout cas. Non, il y a rien qui m'a heurté. Ok, merci. L'ASPAS, en ce moment, le projet, c'est mettre en avant la libre évolution de la nature, de différents moyens. Et donc, j'ai entendu parler des havres de vie sauvage, mais il y a aussi les réserves de vie sauvage. Est-ce que tu peux me dire quels sont les différents trucs mis en place par l'ASPAS en ce moment pour ça? C'est quoi la différence? Alors en fait, ouais, l'ASPAS, cette année, on a décidé de lancer un gros projet donc pour la libre évolution, puisque c'est un concept qu'on défend et qu'on veut promouvoir au niveau national. Et du coup, en fait, on a différents moyens d'action. Donc on a le premier là qui est sorti en début d'année, donc qui s'appelle les havres de vie sauvage. Donc en fait ça finalement c'est la possibilité pour tout propriétaire privé de pouvoir mettre en protection sa forêt, ses hectares de forêt, sans avoir à la vendre. Parce que c'est vrai que nous aujourd'hui l'ASPAS on achète directement nos terrains pour pouvoir les protéger. Parce qu'aujourd'hui il n'y a que le statut de propriété qui peut nous permettre d'imposer les règles qu'on souhaite. Et là cette année on a décliné en fait ce qu'on fait nous, pour le passer aux gens qui seraient intéressés tout en restant propriétaires. Les réserves, c'est des trucs qui appartiennent à l'ASPAS, et les havres, c'est des zones ASPAS entre guillemets, mais qui appartiennent à d'autres gens. Et voilà, les gens restent propriétaires, mais en fait, finalement, c'est le même niveau de protection, les mêmes règles que sur les réserves qu'on connaît, les grandes réserves de vie sauvage qu'on a sur la France. Ouais. Ok, super. Tu peux me dire, grosso modo, sans aller trop dans les détails, qu'est-ce que ça implique pour une personne d'être havre de vie sauvage? Faut que ce soit clôturé, faut que... Alors non, au contraire, nous en fait toutes nos réserves ne sont pas clôturées puisque en fait on milite pour la libre circulation de la faune, donc c'est pas des terrains qui sont clôturés. Logique. Par contre, dans les critères, on va demander aux propriétaires de s'engager via ce qu'on appelle une ORE, donc c'est une obligation réelle environnementale. Donc là on est vraiment sur du juridique qui en fait va bloquer l'activité et là la non-activité du terrain pendant 99 ans, même si ça change de propriétaire. Donc, en fait, ça permet de bloquer cette protection pendant au moins 99 ans au niveau juridique. Okay. Et puis après, on est sur des mêmes règles que sur nos réserves, c'est-à-dire qu'on va être sur de l'interdiction de chasse, de pêche, de différents prélèvements, d'exploitation forestière, etc. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que l'idée générale de ces réserves plus ces havres, c'est... de racheter le plus de territoires possible dans le monde pour les protéger, ou est-ce que c'est plutôt d'avoir des petites zones qui serviront peut-être de laboratoire pour la libre évolution et qui pourront ensuite peser avec des vraies données scientifiques qu'on n'a pas en ce moment en fait dans le débat démocratique? Est-ce que c'est un peu des deux? Ouais, alors c'est surtout la deuxième option. C'est vrai que là depuis une petite année en fait l'ASPAS se lance vraiment sur tout ce qui va être inventaire scientifique, études scientifiques, données scientifiques, etc. Effectivement, pour un peu porter les fruits de la libre évolution. Et puis c'est surtout que nous, notre objectif, en fait, avec les havres, c'est de venir compléter les réserves que nous on achète déjà, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, acheter des forêts en France, ça coûte quand même excessivement cher. Nous, on n'a pas du tout pour but de tout racheter. Par contre, ce qu'on a envie de faire, c'est de créer ce qu'on va appeler un corridor écologique. Donc, en fait, on a toute une zone qu'on a sélectionnée, alors qui est surtout un axe montagneux, qui va partir des Pyrénées, qui va remonter sur le Massif central, qui ensuite va s'ouvrir sur les Alpes et le Jura pour partir sur l'Europe. Et en fait, nous, on s'inscrit plutôt dans la dynamique européenne. Et avec nos réserves et nos havres, on veut créer ces corridors écologiques. Donc, on cherche en fait des parcelles, des territoires qui vont pouvoir se connecter entre eux pour que la faune sauvage elle puisse circuler. Voilà, l'idée c'est pas du tout d'acheter le maximum de terrain un peu à droite à gauche. On veut une certaine cohérence. Voilà. Ok, mais au final ce serait un de vos buts d'avoir quand même une assez grande zone qui serait pas fragmentée quoi. Et du coup il y aurait le plus de libre évolution possible, le plus de libre circulation dans le plus grand espace possible. Voilà, c'est ça. Et avec nos acquisitions, mais avec aussi des particuliers qui souhaitent s'engager tout en gardant la main sur leur terrain. En additionnant tout ça. Ah d'accord, ok, super. Ouais, c'est ça l'idée. Bon, on va parler plus précisément du plan Bibiche là dont on a vu la vidéo au début. C'est un truc qui fait partie de la réserve du Vercors. La vidéo de présentation du site de l'ASPAS, elle parle d'un endroit qui est déjà clos. Alors, est-ce qu'il y a un enclos dans l'enclos? Est-ce que l'ancien enclos est pas aux normes? En quoi ça diffère de ce qui existe déjà?
Alors, c'est assez spécifique. Alors, juste pour remettre un petit peu le contexte, donc ce que tu disais, donc l'ASPAS a acheté 500 hectares dans le Vercors en 2019. Sur ces 500 hectares, en fait, il y avait un enclos de chasse de 200 hectares. Donc, en fait, on a acheté des parcelles, des territoires non grillagés, et puis il y avait quand même ces 200 hectares grillagés. Aujourd'hui, le sanctuaire, en fait, c'est quoi? Concrètement, c'est la création d'un enclos, d'un plus petit enclos, donc qui va devoir être fait dans cet enclos de chasse, pour protéger les cercicas qui en fait sont menacés d'abattage. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. L'idée, c'est de pouvoir protéger ces espèces parce que si on les met dans cet enclos, comme c'est un statut juridique, ils auront plus cette menace d'abattage sur la tête. Et puis aussi, ça va nous permettre à terme de pouvoir enlever les clôtures de cet ancien enclos de chasse. Donc, demain, ça sera un enclos dans un enclos, mais dans, on espère, 4-5 ans, il n'y aura plus que ce petit enclos. On aura enlevé tout l'enclos de chasse. Et puis, dans 15 à 20 ans, quand le dernier animal sera mort naturellement, eh ben, on pourra enlever ce dernier petit enclos et rendre tous ces 200 hectares à la nature en libre évolution. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce passage de main entre un truc de chasse et un truc, entre guillemets, anti-chasse ou... Est-ce que les autorités ont accueilli ça avec bienveillance ou c'était... Bon, oui, je connais la réponse, d'accord. Mais... Ouais. Ouais, je pense que tout le monde connaît la réponse, mais pour faire un peu l'historique, c'est ça, c'est qu'en fait, déjà au moment de l'acquisition, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait, personne ne pensait que l'ASPAS allait pouvoir se positionner sur ce type d'acquisition au vu de la somme demandée. Et puis, comme tu le disais en présentation, c'était quand même un lieu qui restait convoité par les fédérations de chasse locales. Donc, c'est vrai que quand l'ASPAS a acheté, on va dire qu'au niveau local et au niveau des autorités de l'État français, ça n'a pas été un grand accueil de joie, ça faut être honnête. Ouais. Et puis nous, quand on a acheté, c'est vrai que il y avait certaines inconnues sur la gestion des animaux, mais quand même, on avait plutôt bon espoir de pouvoir déplacer certaines espèces, avoir un petit peu de facilité sur leur gestion d'accompagnement de l'État. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. C'est que en fait, ça faisait même pas, je crois, 2 mois qu'on avait acheté, qu'on s'est pris un premier contrôle de l'État. Il faut savoir que pendant 40 ans, quand ça a été la fédération de chasse, en 40 ans, ils ont eu un seul contrôle. Nous, on a acheté, ça va faire bientôt 4 ans, on a déjà eu 4 contrôles. Ouais, dont un où il débarque à 5h du matin à 15 personnes. Donc, il n'y a vraiment pas le même traitement. Alors, nous, on est contents qu'ils viennent vérifier, il n'y a aucun souci parce que les clôtures n'ont jamais été en aussi bon état que le jour où on a acheté, il y avait quand même une clôture qui était pas en très bon état. Mais ce qu'on demande et ce qu'on aimerait bien au sein de la préfecture, c'est qu'il y ait le même niveau de contrôle sur les autres enclos de chasse qui se trouvent en France. Et de sources sûres, on sait très bien que les autres enclos de chasse ne sont pas contrôlés annuellement, comme nous, c'est le cas. Voilà. Ah, c'est fou de savoir que l'OFB, anciennement ONCFS, ils sont genre 4 ou 5 par département. Genre, j'ai une carte de visite chez moi de tous les membres de l'OFB de l'Oise. Ils sont 5, les mecs. Et du coup, ils mettent toute leur force du département de la Drôme sur un truc où il n'y a pas de chasse. C'est quand même particulier comme choix. Ouais, c'est quand même particulier. Et puis c'est vrai qu'on a toujours eu des arrêtés préfectoraux qui se sont enchaînés les uns derrière les autres. Au début, on a fait des demandes pour pouvoir transférer certaines espèces, etc. Ça a toujours été refusé, voire même relâché. Ça, c'était un des projets du début. Mais comme on n'a jamais eu les autorisations, on l'a pas fait. Parce que par exemple, dans le parc, on a des sangliers. Donc les sangliers, il y en a dans le Vercors, il y en a partout. Donc eux, ils auraient pu... facilement retrouver un habitat similaire. On n'a jamais eu les autorisations sous le prétexte de surpopulation. Voilà. Et en fait, on s'est, au fur et à mesure du temps, on s'est heurté, on va dire, à une préfecture, un État français qui, là, pour le coup, était très rigide et vraiment dans l'application de la loi. Et nous, l'ASPAS, on a toujours respecté la loi, donc on a avancé avec ça. Et puis en fait la gestion des cercicas, donc qui sont une espèce exotique envahissante, et en fait elle était déjà là dans le parc de chasse et eux ils ont jamais eu de menace d'abattage de ces animaux, ils ont pas du tout les mêmes reproches que nous aujourd'hui on a sur la gestion de cette espèce là. Attends, je pense qu'il faut revenir un petit peu dans le temps pour comprendre ce qui se passe. Comment est-ce que c'est possible que ces cercicas qui sont considérés comme, entre guillemets, d'accord, une espèce invasive exotique, aient été ramenés dans ce parc de chasse avant? Est-ce que c'était avant que la loi ne change et qu'ils deviennent invasives? Est-ce qu'il y a une exception pour tous les gens qui sont dans une zone close, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent? Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça?
Alors, il faut savoir que c'est ça, en fait, avant 2021, il n'y avait pas de loi qui interdisait le transfert et l'importation de ce type d'espèces. Donc, en fait, c'est des animaux qui sont arrivés avant le changement de la loi. Ah. Et puis, bon, il faut savoir aussi que on sait qu'il y a toujours, enfin, il y a possibilité d'avoir des dérogations au sein de la préfecture, hein, même si la loi peut des fois interdire des transferts, des déplacements. On peut toujours avoir des dérogations. Et on sait que le milieu de la chasse, c'est un milieu très opaque. On le voit aujourd'hui sur d'autres enclos de chasse. On a énormément de mal à savoir ce qui se passe derrière les clôtures. Et nous, quand on a acheté cet enclos, c'est un peu ce qui s'est passé. On a ouvert les portes d'un milieu qu'on ne connaissait pas, hein. On a découvert, voilà, vous avez vu dans la vidéo des photos assez horribles. On est arrivé, on a retrouvé des cadavres et des crânes d'animaux, des tables avec des couteaux. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais des choses quand même assez macabres en fait, hein. Donc, en fait, aujourd'hui, l'État se pose pas forcément la question de comment ces espèces sont arrivées dans l'enclos. Elles sont dans l'enclos et c'est à nous de gérer en fait ces animaux parce que eux, ils sont partis un peu du jour au lendemain, hein. Ils ont tout laissé, les animaux aussi. On est arrivé, on n'avait aucun registre, aucune facture, donc on a passé énormément de temps et encore aujourd'hui, on passe du temps à éplucher des factures qu'on retrouve pour connaître l'origine de ces animaux, savoir vraiment d'où ils viennent. Et c'est très compliqué, hein. On est arrivé, il n'y avait pas un seul registre d'entrée, de sortie d'animaux. On est arrivé, on ne savait même pas combien il y avait d'animaux sur le site. Enfin, Il n'y avait pas de contrôle en même temps, donc ouais, c'était vraiment laissé. C'était laissé comme ça. Okay. Et puis, il faut savoir qu'alors, c'est le cas d'autres enclos de chasse, mais notamment celui-là, parce qu'on le connaît un petit peu, on était vraiment sur de la chasse au trophée. Il y avait des gens fortunés qui venaient. Voilà, on a retrouvé des photos de gens qui arrivaient en hélicoptère. Enfin, on était sur de la chasse safari, hein. Donc voilà, je pense qu'aussi il y avait des gens qu'il fallait pas déranger sur ce type de loisir. Voilà. Ouais, je comprends bien. Et j'imagine bien qu'une asso comme vous, même si vous êtes bien implanté dans le coin, vous n'avez pas les mêmes ficelles qu'ils ont eux au niveau de la préfecture, etc. Je sais que par exemple les commissions de surveillance de la faune sauvage, c'est rempli de chasseurs. J'imagine que l'ASPAS n'a pas de siège dans ce genre de... Et non, malheureusement, on n'a pas de siège. Alors ça fait aussi partie de nos combats actuels où on essaie là de pouvoir avoir des représentants à ASPAS, donc soit des salariés, soit des bénévoles dans ce genre de commission, effectivement, pour qu'il y ait une impartialité, une transparence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les portes sur ce genre de commission ne sont pas ouvertes à des associations comme l'ASPAS ou même d'autres associations de défense des animaux sauvages. Bah même, tu vois, pour prendre un exemple chez moi, dans cette commission-là, par exemple, il y a plein de sièges pour tous les chasseurs et il y a 2 sièges qui sont réservés à des assos locales de protection de la nature. Et ben en fait, les 2 assos, c'est l'assaut des suiveurs de l'équipage de chasse à courre et l'assaut des gens qui nettoient les poteaux en forêt, qui sont des potes de la chasse. Donc c'est ça. Ouais, ces sièges-là, ils sont accaparés. C'est dommage parce que c'est un petit monde, hein, mais voilà, c'est un petit monde fermé encore aujourd'hui et c'est vrai que nous, on a voulu jouer et on joue encore l'exemplarité et on respectera toujours la loi, mais on le sait aujourd'hui, on voit très bien qu'on est traité quand même différemment que d'autres enclos de chasse parce qu'on est l'ASPAS et ça, on en a largement conscience. Qu'est-ce que c'est le problème avec l'hybridation de 2 espèces entre elles? Parce que les chasseurs et les autorités ont l'air paniqués à l'idée que les cerelaf et les cercica puissent se métisser entre eux, mais en fait, quand on lit leur documentation, c'est pas très clair. Par exemple, l'OFB disent qu'il y a des risques de maladaptation, du coup, des cerfs qui seraient hybrides. Par exemple, leur période, la période des végétaux qui servent à les nourrir serait pas la même que celle de reproduction, et du coup... Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus, ils vont mourir, donc il faut les tuer, enfin... Pour toi, qu'est-ce que c'est le problème de l'hybridation en fait? Donc l'hybridation, il faut savoir qu'en fait, la définition, c'est vraiment on va appeler ça le mélange d'une espèce locale et d'une espèce exotique. Et en fait, une des craintes qu'on peut avoir, alors c'est pas que sur la faune, mais sur la flore, voilà, et qu'on a déjà pu un petit peu constater selon les espèces, mais c'est qu'en fait, malheureusement, souvent, l'espèce exotique va prendre le dessus sur l'espèce locale et ça peut provoquer des risques, de déséquilibre des écosystèmes, notamment sur les ressources. Voilà, ça peut être des espèces qui vont prendre plus de ressources que l'espèce locale et déséquilibrer un peu ça. Et puis, des fois, en fait, ce qui arrive, c'est que tu as aussi certaines espèces exotiques qui vont simplement, à terme, détruire l'espèce locale. Et sur un cas particulier, on pourrait se dire, c'est dramatique, mais en fait, sur une échelle générale, la grosse crainte qu'on peut avoir, c'est l'appauvrissement de la biodiversité. En fait, si vraiment c'était poussé à son paroxysme, s'il y avait plein d'espèces qui prenaient la main sur d'autres, sur l'habitat, même sur leur vie, ça pourrait faire disparaître des espèces locales et à terme réduire cette diversité.
Voilà. Donc c'est un peu ça où c'est vrai que l'hybridation est en discussion et où l'État, on le sait, a toujours ce principe de précaution, hein, parce que on parle de risque, hein, il n'y a pas de, il y a quelques cas spécifiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas parler à grande échelle d'hybridation sur le continent. Et puis après, pour les cercica et les cerelaf, alors là, c'est encore un autre sujet, parce que effectivement, nous, depuis qu'on a acheté, il y a toujours eu ce risque d'hybridation entre ces deux espèces-là. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que en fait, nous, on fait nos recherches en interne. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple ou de cas concrets réellement d'une hybridation entre ces deux espèces-là. Comme je le lisais un petit peu là dans les commentaires, effectivement, quand on voit le gabarit des animaux, c'est pas naturel. Et puis de base, un animal va toujours plus aller vers son congénère. Hein, et les seuls cas où on aurait pu trouver de l'hybridation, c'est souvent quand c'est forcé par l'humain. Ça a déjà existé, mais par insémination artificielle, par exemple, des choses comme ça. Dans la nature, aujourd'hui, on n'a pas trouvé, que ce soit en France ou à l'étranger, à l'exception, je crois, d'une fois, mais voilà, dans des cas particuliers, des cica et des élafs qui s'hybrideraient. Il faut savoir que nous, en interne aussi, on est en train de faire nos propres études génétiques. Voilà. Donc, on attend les résultats, mais c'est vrai qu'on est assez confiant sur les résultats parce que ça reste une hybridation aujourd'hui qui est supposée. Et nous, on va faire en sorte de pas supposer et d'avoir vraiment des éléments qui nous permettent de dire s'il y a de l'hybridation ou pas. Donc là, on est sur un principe de précaution et un peu ce que tu disais, qu'en fait, voilà, le cerelaf, c'est le cerelaf. Il faut le conserver pur. Et il y a ce risque de, voilà, si jamais il y a des cica en liberté, ça serait dramatique pour cette population. Aujourd'hui, on parle que de il n'y a aucune étude, aucune donnée qui prouve que ces animaux peuvent se mélanger entre eux. J'allais te demander, mais donc du coup, on voit tous les articles de presse qui parlent de ces cerfs hybrides qui se seraient échappés et il y aurait Haro flinguer les tous, mais du coup, il n'y a aucune preuve que ça existe des cerfs hybrides? Ouais, en fait, en tout cas ceux de notre parc et même au niveau national et effectivement européen, hein, il n'y a pas de population purement hybride aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas d'analyses génétiques qui sont encore sorties et qui pourraient attester d'une hybridation marquée sur ces animaux-là, en fait. Ok, parce que la fuite de 2022, là, c'était il y a un an, et donc du coup, ils disent qu'ils ont tué des animaux et qu'ils allaient voir après s'ils étaient hybrides ou pas, j'imagine, en faisant des tests génétiques eux-mêmes. Est-ce que tu as le résultat de ces tests génétiques? Est-ce qu'ils ont été publiés? Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire, parce que ça, c'est très intéressant. C'est que, donc, à cette époque, juste pour revenir sur ce sujet, il y a eu beaucoup de fausses informations, hein, notamment les articles que tu as eu. Donc déjà, il n'y a jamais eu de cerfs cica qui sont sortis du parc. Les cerfs qui ont été constatés en bordure de clôture étaient des cerfs élafs, donc ça change quand même la donne. Oui. Et puis, à cette époque-là, en fait, au niveau de l'ASPAS, il n'a jamais été officiellement reconnu par l'ASPAS qu'il y avait eu ces échappées-là. On n'a pas eu d'image directe, on n'a pas vu d'animaux sortir de l'enclos. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu, c'était une période où on était en train de stériliser les animaux, il y a eu beaucoup de neige et en fait, ça a fait basculer, ça a fait tomber une clôture. Et il a été constaté quelques semaines après, effectivement, des cerfs élafs qui étaient à proximité de cet endroit. En fait, une grâche était affaissée, mais depuis, elle avait été remontée, hein, évidemment. Donc, il y a eu de fortes suspicions. L'ASPAS n'a pas eu vraiment le choix. Hein. On est parti sur du principe de précaution. Le problème, c'est que nous, on n'avait pas d'éléments non plus contradictoires pour dire que c'était pas nos animaux à ce moment-là. Mais on a toujours eu de forts doutes sur le fait que ça puisse être nos animaux, parce que faut savoir que dans le parc, on a des sangliers, on a des daims, on a des mouflons. Nous, on s'est posé la question de se dire, et pourquoi il n'y a que des élafs qui sont sortis? Pourquoi il n'y a pas eu de sanglier? Pourquoi il n'y a pas eu de daims? Voilà, donc ça, c'était déjà une première question qu'on s'est posée. Ouais. L'État a balancé un arrêté préfectoral, donc là, nous, malheureusement, on n'a rien pu faire au niveau légal, donc ces animaux ont été tués sous suspicion. Et après, effectivement, il y a des analyses génétiques qui devaient être faites pour confirmer que c'était des cerfs hybrides qui pouvaient polluer le Vercors. Et alors? Ces résultats, on ne les aura jamais. Parce qu'en fait, le laboratoire où ont été envoyés ces échantillons ont simplement détruit par erreur les prélèvements. Ok, voilà. Attends, t'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. Ouais.
Voilà. Ok. Donc en fait, nous, c'est l'explication qu'on a eue de la Fédération de chasse et de l'État qui s'était occupé de ces prélèvements-là. Malheureusement, apparemment, il y a eu une fausse manipulation dans le laboratoire concerné. Alors apparemment, il y a même des personnes qui ont été licenciées. Hein, ça fait beaucoup de bruit dans ce laboratoire. Wow. Mais malheureusement, ces échantillons sont partis à la poubelle avant d'être analysés. Donc on C'est n'aura dommage, jamais ça les aurait résultats. été- C'est dommage, hein. Ça aurait été unique, on aurait pu comprendre vraiment les choses et arrêter de faire des trucs et c'est et vraiment décider de dommage. flinguer avant de savoir. Bon, Et d'accord, nous, en d'accord. parallèle, en fait, on n'a pas voulu laisser tomber ce projet d'analyse génétique qu'on trouve super. Donc, nous, en fait, on a fait en toute indépendance, avec un laboratoire français très connu, des prélèvements pour analyser les cerfs qu'on a actuellement dans le parc, justement, avant qu'il y ait quoi que ce soit pour eux, et puis pour connaître vraiment s'il y a un taux d'hybridation sur ces animaux-là, puisque nous, ils vivent ensemble, hein, ces animaux, les cercica et les cerf-élaphes dans le parc depuis très longtemps, voir si effectivement il y a vraiment d'hybridation. C'est une étude qu'on a payée nous-mêmes. Voilà, donc on attend les résultats. Mais on voit que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le principe de précaution, des fois, fait faire des choses qui sont quand même assez folles, quoi, parce que ces animaux, en fait, ont été tués. Ouais. Mais par précaution, mais en fait, on ne saura jamais. Ça se trouve, c'était des animaux qui étaient simplement à l'extérieur du parc, parce que on le constate aujourd'hui, on a des cerfs-élaphes du Vercors qui viennent, selon les périodes, avec le brame, etc., qui viennent à proximité de l'enclos, puisque voilà, nous aussi, on a des femelles, des mâles, et forcément, il y en a qui viennent marcher autour de l'enclos. Donc, c'est pas surprenant qu'on ait des animaux en bordure de grillage. Ah, c'est ça de confier la nature à des gens dont c'est le plaisir de flinguer. C'est que forcément, à la première occasion, c'est ça qui va se passer et les résultats scientifiques vont disparaître et vont passer à la trappe. C'est vraiment triste, ça. C'est ça. Et puis en plus, l'ASPAS, c'est vrai que là-dessus, alors on le sait et on l'accepte, mais on va dire que localement et un petit peu plus haut, on n'hésite pas, quoi. Voilà. Enfin, dès qu'il y a un petit souci, dès qu'il y a quelque chose, nous, ça va tout de suite tomber, quoi. Donc, et on sait que, en fait, à l'époque, quand c'était la fédération de chasse, ça se passait pas comme ça. Et sur les autres enclos de chasse, ça se passe pas comme ça. Et c'est bien dommage. Parce que, voilà, il faudrait qu'il y ait ces contrôles-là, parce que des échappés, il y en a. Il y en a tous les jours en France, dans les autres enclos de chasse. Ça, faut en avoir conscience. Donc c'est vrai que ça peut arriver. Nous, on n'est pas à l'abri. Un arbre, ça peut tomber sur une clôture. On a 12 km de clôture à surveiller. On a 2 salariés à temps plein dessus. Ils y passent tout leur temps, mais il n'empêche que ça peut arriver. Et des fois, il suffit que de 30 secondes pour qu'un animal sorte. Mais nous, on n'a jamais constaté, parce que maintenant, on a quand même plus de 30 caméras à pied sur le site. On n'a jamais constaté d'échappée. Voilà, on connaît bien notre nombre d'animaux, c'est vérifié tous les jours. Il pourrait y en avoir, mais comme il pourrait y en avoir, et il y en a dans d'autres enclos de chasse, il faut se le dire. Du coup, vous êtes un peu seul contre tous pour porter la science et pour faire avancer les choses. Parce que si les autorités de l'État, qui ont l'air infiltrées entièrement par les chasseurs, et les chasseurs aussi, et d'autres types de personnes qui sont tous contre ce projet, qui essaient de faire disparaître les seules études qui sont faites et qui n'ont pas intérêt en fait à ce qu'on sache tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour vous de faire tout le boulot juridique, scientifique, garder les clôtures. C'est ça. Ouais, après, c'est un super projet et on est très content de le mener. Et en fait, on nous donnait énormément perdants. Par exemple, quand on a récupéré l'enclos de chasse, il faut savoir que dans un enclos de chasse, il y a quand même une législation qui fait qu'on ne doit pas avoir plus d'un animal à l'hectare. Donc, en fait, on ne devait pas avoir plus de 250 animaux. Okay. Quand on est arrivé, je pense qu'on les avait bien. On n'avait pas de comptage, mais on avait beaucoup, beaucoup d'animaux. Et il y avait 2 solutions. C'était soit on les abattait, parce qu'il fallait réguler cette population et pas dépasser les 250. Donc, dès qu'on dépassait 250, il fallait les tuer. Attends, tu veux dire dans l'enclos ou dans la réserve en entier, même dans l'enclos, non, ça c'est vraiment dans l'enclos. Ouais. Soit l'autre solution, c'était de trouver un moyen on va dire, de réguler cette population. Donc, nous, on a choisi la stérilisation. Et à ce moment-là, quand on est parti sur ce projet-là, ça aussi, c'est une première en France, voire en Europe, de stériliser de la faune sauvage et sur des volumes aussi important. Beaucoup de gens nous ont donné perdant, nous ont dit vous n'y arriverez jamais, que ce soit l'État, les chasseurs, voilà. Aujourd'hui, tous les sangliers sont stérilisés, tous les cercica mâles sont stérilisés, quasiment tous les élaphes aussi, nous en reste 2, à faire. Et les daims, il y a une grosse partie qui a été faite. Donc en fait, c'est une très bonne réussite.
On n'a pas eu de mortalité sur ces opérations, ce qui est quand même assez inédit. Et on a une équipe de vétérinaires bénévoles qui vient de toute la France, qui est juste absolument ouf là-dessus, voilà, qui fait un travail de dingue. Comme quoi, voilà, tout le monde nous donnait perdant. C'était difficile d'avoir des soutiens. Au début, on avait des vétérinaires qui voulaient venir, mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Et finalement, aujourd'hui, c'est une réussite. Donc, voilà, on sait qu'on est un peu seul, mais après, on a énormément d'adhérents, de bénévoles qui nous soutiennent. Hein, c'est pas rien. Et en fait, on voit qu'on avance étape par étape, on y arrive. Et aujourd'hui, alors certes, il faut recréer un enclos. Et ça, on l'avait pas forcément prévu, mais pour la SPAS, c'est juste inadmissible en fait de laisser ces animaux se faire abattre. Ça serait un échec quoi au niveau du projet. Donc, on continue, même si c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais on continue. On a promis aux gens qui nous ont aidés à acheter qu'on allait sauver ces animaux-là et qu'on allait leur réserver un sort bien différent de la chasse. Mais voilà, forcément, on tient nos promesses et on évolue avec la loi, on évolue avec l'actualité. Et c'est sûr que c'est des projets qui évoluent tout le temps, quoi. Hein, donc on doit se réadapter. Vous découvrez des problèmes en avançant, exactement. En fait. Hein. On dirait que dans la réserve du Vercors, ce qui pose le plus de problèmes, c'est en fait la partie qui est clôturée, la partie ouverte. Ça a l'air d'aller. Dans quel problème avec ça ? Ouais, la partie ouverte, en fait, elle fonctionne plutôt bien. En fait, elle est labellisée, donc elle est protégée. On a des bénévoles, donc des sentinelles et des gardes, voilà, qui font en sorte de la surveiller. Et toute personne peut aller se balader, en fait, chaque jour de l'année sur le sentier. Donc, c'est une réserve qui fonctionne bien, qui est bien protégée. En termes de chasse, on n'a pas d'action de chasse particulière. Alors au début, c'est vrai que c'était un petit peu conflictuel avec les locaux parce que ça faisait partie des endroits chassés. Donc ils ont dû réapprendre à ne plus venir sur ce territoire-là. Aujourd'hui, on fait beaucoup de médiation. On rencontre tous les 3 mois la mairie et la fédération, la société de chasse locale pour discuter. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Après, c'est sûr que c'est du travail de longue haleine. Mais voilà, les gens ont accepté, les gens ont compris qu'on n'était pas là pour les embêter. Et ça se passe bien. Voilà, la partie ouverte, il n'y a aucun souci particulier. D'accord, ok. Et donc, c'est la partie clôturée qui pose des problèmes légaux avec ces espèces invasives, etc. Et donc, du coup, là, donc dans cet endroit clos, il y a tous les élafs et tous les cicadas, c'est ça? Il n'y en a aucun à l'extérieur. Il y a des élafs, il y a des cicadas, il y a des sangliers, il y a des daims et il y a des mouflons. Okay, donc il y a à peu près entre 140 et 150 animaux sur le parc. D'accord. Et c'est quoi la nécessité de faire un nouvel enclos dans cet enclos, alors précisément? Alors, en fait, là, on rentre un petit peu dans la partie technique, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de stérilisation. Quand on est parti sur ce projet-là, l'État nous a imposé de faire autant les mâles que les femelles de chaque espèce, pour être sûr qu'il n'y ait pas de reproduction. Donc, sur les sangliers, ça a été une réussite totale. C'était pas l'animal le plus compliqué, ça s'est très bien passé. Et puis après, quand on est arrivé sur les cerfs, en fait, de par nos vétérinaires, mais aussi les vétérinaires de l'État, puisqu'on a eu un contrôle on a eu un contrôle des autorités sanitaires, ce qu'on appelle la DDPP. Les 2 antennes nous ont dit en fait qu'il ne fallait pas stériliser les femelles. Alors déjà parce qu'il y avait un risque de mortalité de plus de 50%, et quand bien même elles survivraient, et puis c'était des opérations beaucoup plus lourdes, hein, là on était vraiment sur des choses qui duraient 1 ou 2 heures, très compliquées pour nos vétérinaires, et puis en plus de ça, celles qui survivraient, il y avait de fortes chances qu'elles aient des comportements, des troubles du comportement. Donc là, on basculait sur de la maltraitance animale. Donc nous, on n'a pas voulu y aller, et de toute façon, les différents services vétérinaires nous ont dit il ne faut pas le faire. Donc, on est resté là-dessus en disant, c'est pas grave, on stérilise les mâles. Parce que si les mâles sont stérilisés, voilà. Sauf que l'État, ils nous ont dit, si vous faites pas les femelles, vu que c'est une espèce exotique envahissante, je parle des cicadas, vu que si elles s'échappent et qu'elles vont se reproduire avec les cerfs du coin, ça va poser problème, il faut trouver un autre moyen. Et l'autre moyen, ils nous ont dit, c'est simple, soit vous les mettez en enclos, donc vous refaites un enclos de chasse, dans l'enclos de chasse, soit vous les abattez. Donc nous, on s'est retrouvés sur 2 solutions qui ne nous convenaient pas, puisque l'abattage, ça de toute façon, on avait bien compris que c'était pas la peine. Et puis un peu l'aberration de mettre des animaux dans un enclos qui est dans un sous-enclos. Ça paraissait compliqué, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres sorties. Et nous, en fait, finalement, on a trouvé ce statut juridique qui est sorti en 2021, qui s'appelle un sanctuaire. Donc c'est un vrai statut juridique qui vient d'être créé et qui en fait nous permettait
de devoir quand même mettre ces animaux en enclos. Mais déjà sur un enclos un petit peu moindre parce que financièrement c'est vrai que c'était une sacrée charge, tout en garantissant le bien-être animal, hein, parce que voilà, on a nos vétérinaires qui étudient le dossier, qui ont décidé de la superficie, etc. Hein, voilà, c'est quand même bien fait, et c'était surtout la seule solution pour sauver ces cicadas, parce que, et encore aujourd'hui en fait, on a cet arrêté, faut le savoir, on a jusqu'à fin octobre pour construire cet enclos et protéger ces animaux. Si en octobre c'est pas fait, ces animaux devront être abattus par nous. On nous demande à nous de le faire. Hein. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est pas une solution idéale. Et en fait, le projet du Vercors, c'est ça, c'est que s'il y avait eu la solution idéale, parfaite, qui était bien sur tous les points, on l'aurait déjà prise. Aujourd'hui, on est obligé de faire des choix, et c'est vrai que c'est pas toujours des solutions qui sont évidentes. Il y a forcément des concessions à faire. C'est sûr que là, faire un enclos, dans un enclos, ça peut paraître un peu aberrant, mais c'est une concession de pouvoir sauver nos animaux. Et puis finalement, ça va nous permettre aussi de pouvoir enlever les grosses clôtures de l'enclos de chasse plus vite que ce qu'on aurait pensé. Voilà, parce qu'en fait, on va refaire des enclos tout neufs qui seront vraiment avec des clôtures nickel. Et parce que là, il faut savoir qu'on avait récupéré un parc avec des clôtures qui ont plus de 40 ans, je crois, 50 ans. Donc là, on va refaire un truc vraiment nickel, vraiment propre, qui sera hyper sécurisé. Et puis, on pourra ouvrir un peu plus de nature et en faire des réserves. Que si on avait dû attendre que le dernier animal dans 200 hectares décède, on n'aurait pas pu du tout ouvrir ces 200 hectares. Là, je pense que dans peut-être 4-5 ans, quand on aura finalisé nos transferts de daims, parce qu'il nous reste quelques daims à transférer, on va commencer petit à petit à réouvrir des hectares à la nature. Voilà, donc c'est un projet qui finalement va aller un petit peu plus vite que ce qu'on avait prévu, avec la concession de refaire cet enclos pour les cicadas. Voilà, vraiment, l'objectif, c'est de les sauver. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais vraiment eu d'arrêté d'abattage, donc on avançait plutôt sereinement. Bon, là, les choses se sont un petit peu accélérées cette année, et suite à cette non-stérilisation des femelles cerfs, elles se sont retrouvées, en fait, si on peut pas les stériliser, il faut les tuer. En fait, voilà, c'est ce que nous a dit, Habituel. C'est très clair, en fait, vous héritez d'un problème qui a été créé par le parc de chasse précédent, et en fait, il sera résolu que, selon ce qu'on espère tous, vous et moi, j'ai l'impression, c'est la mort de vieillesse de ces animaux, ou une solution pour eux de les amener ailleurs. Mais du coup, tant qu'ils seront là, il y aura un problème avec... c'est ça, c'est qu'en fait, on a complètement hérité d'un enclos de chasse qui était en activité juste avant. Et en fait, au moment de l'acquisition, il y a eu la proposition de dire, vous achetez l'enclos de chasse, est-ce que vous voulez qu'on tue tous les animaux ? Et nous, on a dit, non, en fait. Mais dans la réalité, ça se passe comme ça, en fait. C'est ça qui est terrible. Et en fait, nous, c'est sûr que ça nous coûte du temps et de l'argent. Mais parce que l'objectif, c'est de se dire, non, on peut pas faire comme ça. En fait, ces animaux, ils ont été importés, ils ont rien demandé. Ils se sont retrouvés dans un enclos de chasse avec des conditions. Ce qu'il faut savoir, dans un enclos de chasse, on peut chasser toute l'année, tous les jours de l'année. Ils sont traqués par des chiens, ils sont piégés parce qu'en fait, on les habitue à venir manger à des endroits très précis, on les attire. Et puis en fait, juste au-dessus de l'endroit où ils mangent, vous avez un chasseur qui est positionné et qui a juste à leur mettre une balle dans la tête. Enfin voilà, c'est des pratiques qui sont horribles, ils ont rien demandé, et nous on s'est dit, c'est pas des produits, quoi, on peut pas les prendre, on joue avec, on les tue, puis on n'en veut plus, on les tue. Non, voilà, nous on n'a pas voulu prendre cette voie-là en fait. Donc c'est sûr que ça demande du temps, de l'argent, beaucoup de médiation, du respect de la loi, et c'est là qu'on se rend compte que quand on veut faire les choses qui paraissent simples, finalement, il y a des étapes à passer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même un vide juridique au niveau de la loi française sur la fin d'un enclos de chasse. Il n'y a rien. Donc, voilà, on navigue et on sait qu'on embête un petit peu l'État parce qu'on va sur des sujets où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre. Donc vous défrichez le terrain, quoi, c'est quand même très... Ouais, c'est ça, voilà. Donc forcément, le principe de précaution, dans ces cas-là, tu vois, il joue énormément parce que quand tu sais pas, quand il n'y a pas de loi, vaut mieux être précautionneux et voilà. Et se fier à ce qui existe déjà, et bref. Ouais. Et on n'avance pas comme ça. J'aimerais bien, je sais pas si le robot est activé pour mettre le lien de la cagnotte dans le chat de manière régulière. Non, j'allais dire, oui, il y a le soutien financier, c'est sûr que ça nous aide toujours, même si c'est 1 euro, voilà, s'il y a plein de gens qui donnent 1 euro, je vous jure, c'est top pour nous, voilà, ça nous permet d'avancer dans le projet. Et ça peut être aussi de l'aide humaine, hein. On est toujours à la recherche de bénévoles, de gens qui veulent venir nous aider sur le terrain. Voilà, on est preneurs, n'hésitez pas. Pas forcément dans la Drôme, vous avez des besoins humains ailleurs, ou ce que en Bretagne aussi, on a une réserve en Bretagne. Okay. Après, c'est sûr qu'on en a 3 dans la Drôme, donc là on est très concentré dans la Drôme.
Mais après, on a plein de délégations dans plein de départements. Donc, faut aller voir sur le site de l'ASPAS. Mais en fait, c'est un peu national. On est toujours à la recherche de gens qui ont envie d'aider, mais aussi simplement de participer, de faire partie justement de consultations publiques, d'aller voir auprès de son maire ce qui est possible de faire sur la protection de la faune sauvage, parce qu'il y a des salons, des événements, se faire connaître, etc. On a plein d'actions différentes. Il y a une proposition de loi qui a été votée même récemment contre l'engrillagement de la nature et ça a limité les manières que les propriétaires de terrains de chasse puissent engrillager. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est la politique de l'ASPAS au niveau de l'engrillagement en général? Alors nous, en fait, c'est une loi qu'on a accueillie avec plaisir. C'est vrai, il faut le dire, on était assez contents. Donc juste pour rappel, en fait, c'est une loi qui est en application dès maintenant, avec vraiment une mise en conformité pour 2027 et qui demande à toute personne qui mettrait des clôtures ou des grillages de désormais mettre des clôtures qui ne doivent pas faire plus d'1,20 m de hauteur et qui, en dessous, doivent laisser une hauteur de 30 cm entre le sol et la clôture. Pourquoi? Simplement pour pouvoir laisser la faune sauvage circuler. Ouais. C'est notamment le cas en Sologne où on sait que voilà, c'est tellement grillagé qu'effectivement les animaux n'ont presque plus de possibilité de traverser certaines forêts. Nous, c'est une loi donc à l'ASPAS qui a été très bien accueillie. Après, ce qu'on déplore un petit peu malheureusement, c'est que ça ne va pas concerner toutes les clôtures qui ont été faites, je crois, de mémoire avant 1985. Typiquement, un enclos de chasse comme le Vercors, il a été fait, je crois, dans les années 80, donc il est hors application de la loi, comme beaucoup d'enclos de chasse. Et puis après, on est un peu en attente de voir comment justement elle va être vraiment appliquée, parce qu'on sait qu'il y a des dérogations possibles. Et c'est vrai qu'on a un petit peu peur de l'excès de dérogation et que finalement cette loi, est-ce qu'elle sera réellement appliquée et juste? Ça serait une vraie question, quoi. D'accord, ouais, d'accord. C'est ça. Ça va être compliqué pour les enclos de chasse parce que justement par rapport aux espèces qu'ils ont, comme nous, on voit ce qu'on appelle les espèces chassables, enfin les espèces gibier. En fait, nous par exemple, on nous demanderait une mise en conformité. De toute façon, on pourrait pas la faire parce que ça voudrait dire que les cycas peuvent sortir, que les daims peuvent sortir. Donc, si dans le parc il y a des espèces qui n'ont pas d'autorisation d'être relâchés, ce qui, à mon avis, risque d'être souvent le cas, je pense qu'ils auront des dérogations et qu'on leur demandera de faire un grillage standard comme avant, parce qu'en fait, ils ne voudront pas que les animaux sortent. Donc, c'est vrai que ça nous, c'est un peu notre vraie question, c'est comment cette loi, elle va être appliquée aux enclos de chasse. Parce que bon, les particuliers, je vois pas le problème qu'il y aurait, mais sur les gros gibiers, voilà, on connaît tous les parcs de chasse, les enclos de chasse, notamment dans le centre de la France. Comment ils vont gérer cette sortie de loi, cette arrivée de la loi, c'est là-dessus on est encore en observation de ce qui va sortir. Après, on connaît l'ASPAS, voilà, nous on sera prêts à aller sur des dossiers si nécessaire, si on trouve qu'il y a des abus. Ok, mais c'est intéressant ce truc, le fait d'avoir des animaux invasifs là-dedans, qui ferait que du coup ils peuvent pas se mettre en conformité avec cette loi, parce que en fait tous les parcs de chasse que je connais autour de chez moi, ou enfin ce que tu qualifiais de parcs de safari avant, en fait ils ont souvent des animaux comme ça classés invasifs depuis 2021, et du coup ils vont passer entre les mailles de la loi. C'est la vraie question, c'est comment vont être traités ces sujets-là. Est-ce que ça va faire fermer des enclos de chasse? Est-ce qu'ils vont avoir des dérogations ou des mises en conformité plus longues et qu'on va leur laisser 10-15 ans pour céder l'activité de cet enclos et devoir le fermer parce qu'une mise en conformité sera pas possible? Peut-être. Mais ça, pour l'instant, c'est très flou. Donc nous, on accueille cette loi avec plaisir, mais c'est vrai que entre nous, à l'ASPAS, on trouve qu'elle va pas assez loin. Enfin voilà, on n'a pas la suite avec les enclos de chasse, parce que nous, c'est ça qu'on vise directement. C'est moi les propriétaires privés qui vont avoir leur clôture de jardin. Voilà. Et nous, ce qu'on avait avec Ava, en tout cas, ce qu'on avait regretté, c'était qu'en échange de ça, les propriétaires de chasse avaient obtenu quelque chose en échange qui était dans un amendement comme quoi il y aurait une infraction de pénétrer dans une propriété privée forestière sans enclos. Et du coup, c'était très mauvais pour tous les gens qui vont surveiller la chasse à courre dans les forêts privées, parce qu'en fait, les forêts privées jusqu'ici sont, tu peux y aller, tu peux t'y promener, il n'y a aucun problème tant que c'est pas grillagé. Et là, du coup, ça rajoute une infraction et qui concerne quand même 75% des forêts en France. Maintenant, les gens peuvent plus accueillir le champignon au hasard parce que à cause de ça. Non, mais c'est sûr. Mais on le voit aujourd'hui, on voit sur le dernier sondage qu'il y a eu sur la chasse, on voit que, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait plus de 70% des Français qui avaient répondu, dans les réponses, 70% des réponses où les gens étaient quand même
contre la chasse le dimanche. Enfin voilà, laisser au moins cette journée, et ça n'a pas été appliqué. Donc on voit bien que malgré l'opinion publique, voilà, bah, malheureusement, c'est pas pris en compte, et qu'on sait qu'il y a d'autres lobbies et que le lobby de la chasse reste encore assez, reste très puissant. Et comme tu disais, dans nos institutions, hein, voilà, c'est comme ça. Hein, J'avais une dernière question, un dernier sujet, ou sauf si quelqu'un dans le chat a quelque chose de plus, mais avant de te laisser tranquille, tu m'as dit que la partie qui était pas clôturée de la réserve du Vercors était plutôt tranquille, et qu'au début il y a eu quelques frictions avec les chasseurs qui avaient l'habitude de venir dans le coin, mais que maintenant c'était réglé. J'ai vu qu'il y avait une manif assez agressive contre vous qui a eu lieu, c'était quand? C'était en 2020, un truc comme ça? 2020, à Crest. 2020, ouais. Et attends, j'essaie de mettre à l'écran. Comment on fait? Ouais, voilà, j'essaie de mettre à l'écran l'article où il y a des photos. Et on dirait qu'il n'y a pas que des chasseurs, il y a aussi des éleveurs, des gens qui viennent avec des moutons. Ouais, en fait, c'était le monde de la chasse et des agriculteurs. Voilà, c'était un peu les deux. Et puis après, les gens qui soutenaient pas forcément l'ASPAS. Ouais, c'était une manif. Alors moi, j'étais pas encore à l'ASPAS à ce moment-là, mais août 2020, je trouve qu'il y a à peu près 500 personnes. Alors par contre, ça s'est quand même bien passé. Hein. C'est juste qu'en fait, ils sont passés devant les locaux, et du coup, ça c'est quelque chose qui avait été demandé à l'ASPAS, si la manif pouvait ne pas passer devant les locaux, parce que elle avait un petit peu peur de potentielles dérives. Donc, il y avait des cartes CRS qui étaient venues pour que tout se passe bien. Et au final, ça s'est bien passé. En fait, les gens manifestaient devant les bureaux. C'était un peu impressionnant pour les salariés, parce que on n'est pas habitué à ce genre de choses. Mais il n'y a pas eu de dérive. Et voilà, bon, les gens n'étaient pas tous très contents. Mais c'est resté, voilà, il n'y a pas eu de débordement, quoi. Hein. Donc, et c'est la seule fois où il y a eu une manif comme ça. Après, et même au niveau national, on n'a pas eu d'autres attaques physiques, enfin voilà, de manifestations devant les locaux en tout cas. Ok, d'accord. Et il n'y a jamais eu d'échauffourée avec les gardes, avec les sentinelles dont tu parlais, bénévoles qui gardent la réserve? Non, ça se passe plutôt bien. Alors c'est vrai que nous, on a toujours des consignes de sécurité, on demande à nos bénévoles, nos sentinelles d'être à plusieurs, etc. Mais en fait, ça se passe souvent très bien, parce que on n'est pas... Enfin, on est vraiment là, on est dans l'échange, en fait. Nous, c'est ce qu'on explique à nos bénévoles, et ils partagent, on est dans la discussion. Et des fois, ça peut arriver qu'on ait des gens qui nous disent littéralement, je m'en fous, voilà. Mais ils finissent toujours par partir. Des fois, ils reviennent un petit peu. Donc, on a des gardes assermentés qui peuvent mettre des procès-verbaux. Mais finalement, la discussion, voilà. Puis les gens, ils savent qu'ils sont en tort, en fait, quand ils se font... on a sur une réserve des gens qui pêchent, en fait, ils n'ont pas le droit de pêcher. Bon, ils râlent et puis ils partent. Voilà, on n'a jamais eu. Il y a eu une fois, c'était un petit peu chaud entre nos gardes et des chasseurs, mais voilà, bah là, il y a eu une main courante de déposer. Par contre, nous, quand on arrive là, voilà, on rigole pas, on est allé déposer plainte. Mais ça a été une fois, on va dire, sur les 10 années qu'on a connues de surveillance de réserve. Donc, c'est très exceptionnel. D'accord, donc en gros vous vivez en bonne entente avec les territoires autour. On dirait qu'il n'y a pas eu par exemple des agriculteurs qui se sont plaints d'animaux à vous, genre des sangliers qui feraient des dégâts sur leur culture et que... Non, par contre c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors si je crois que sur la Bretagne il y avait eu ce sujet-là effectivement il y a quelques années, mais il n'a jamais été prouvé en fait que c'était nos animaux, et nous on est très vigilants à ça. En fait nous déjà nos forêts c'est pas nos animaux, hein, c'est juste des endroits de passage, donc en fait voilà, mais on surveille quand même avec des caméras pièges et des observations à la lunette, etc., qu'il n'y a pas de surpopulation sur nos réserves. Aujourd'hui, on n'a pas du tout, et même on déplore, on aimerait bien qu'il y ait plus d'animaux sauvages qui passent sur nos réserves. On est quand même des fois entouré de zones de chasse, voilà, donc les animaux viennent pas non plus toujours avec une grande facilité. On est vigilant à ça, c'est une question qu'on nous pose, mais aujourd'hui, on n'a pas ce genre de problème. Et les gens, vous pouvez aller voir, qui sont voisins de nos réserves, pourront vous le dire, même eux ne constatent pas de surfréquentation d'une faune sauvage par rapport à avant, quoi, hein. Donc là-dessus, ça n'a pas eu ces conséquences-là, quoi. Après, on s'entend pas toujours avec les agriculteurs et les chasseurs, mais en tout cas, ces dernières années, on arrive quand même à discuter. On n'est pas d'accord, ça c'est souvent le cas, mais c'est pas pour autant que c'est agressif ou quoi que ce soit. Nous, moi tous les 3 mois par exemple, je rencontre les chasseurs de Léoncel. L'autre fois c'était la fédération de chasse de la Drôme. On n'est pas d'accord, mais ça se passe bien. Voilà, on arrive à discuter, on n'est pas dans des rapports violents, quoi. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez pas eu des locaux dégradés ou des tags? Non, ou des pas trucs du comme ça? tout. Pas okay, du super, tout. super. Non, ouais. Non, là-dessus, on sait que les gens sont pas tous contents. Il y a toujours des gens qui vont râler, qui sur les réseaux sociaux ne vont pas se gêner pour être un petit peu agressifs, mais on va dire que ça s'arrête là.
Ok, super. Bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à part moi je vais demander à ce que le robot spamme le lien de la cagnotte et je vais le bombarder sur tous les réseaux de désertion pour les prochains jours. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié, que tu ferais rajouter? Non, mais juste, merci en tout cas de m'avoir invité, Stan. Et puis j'espère en tout cas que voilà les personnes qui ont pu se connecter, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, c'est surtout ça, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont complexes. Hein. C'est pas évident, même en 1 heure, de parler de tout. Vous avez nos sites internet, il y a plein de forums aux questions, et puis vous pouvez nous envoyer des mails, même nous appeler, on y répondra sans problème. Merci Blanche pour toutes ces réponses, toutes ces infos, et je tiens à rappeler, ce qu'est en train de faire l'ASPAS, spécialement dans le Vercors, c'est un moment historique, d'accord? C'est-à-dire que en Suisse, il y a cette expérience, le fameux canton où on expérimente une zone sans chasse, etc., et qui sert un petit peu de phare au reste de l'Europe, où à chaque fois qu'on dit, oui mais c'est pas possible, si, regardez, à cet endroit, il y a une expérimentation, c'est pareil, même en mieux dans le Vercors où il y a un endroit en libre évolution de la nature, même si c'est quand même dans une zone délimitée, ce qui pose quand même beaucoup de réserves, mais c'est un endroit unique, d'accord? Et il faut défendre cet endroit envers et contre tout, qui fait face quand même à des pressions des autorités, des chasseurs, des lobbies, pour pas que la science ne puisse avancer et qu'on puisse découvrir qu'on peut vivre, qu'on peut laisser la nature en bonne évolution autour de nous sans qu'il y ait des dégâts. Tout. Donc c'est très important de soutenir ça. Merci infiniment. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Ciao. C'était très intéressant. Moi j'ai trouvé en tout cas. Je sais pas si je peux dire on n'en parle pas assez. Mais il faut en parler plus. C'est super ce qui se passe. Au tout début quand j'ai entendu cette nouvelle, avec la cagnotte, les 2 millions, etc., je me suis dit oui mais on peut pas racheter toute la France. C'est pas avec des propriétés privées qu'on va pouvoir s'en sortir, etc. C'est pas la propriété privée qui sera la solution au problème du capitalisme et de la propriété privée en général. Mais il y a une certaine valeur à avoir ce lieu, même s'il est limité quand même. Même si voilà, c'est un îlot. Donc forcément, il y aura des problèmes avec l'extérieur. Mais c'est très important d'avoir ce lieu qui sert de labo en fait, à un endroit où il n'y a pas de chasse, il n'y a pas forcément la main de l'homme, il n'y a pas cette question de régulation bidon. Et quand dans 10-15 ans, ils se seront débarrassés de ces problèmes hérités par l'ancien parc de chasse qu'ils ont racheté, là on va pouvoir voir vraiment ce qui se passe. Là on va vraiment pouvoir avoir des données scientifiques sur ces questions d'hybridation, de pollution génétique. J'ai vu qu'il y avait un débat assez intéressant dans le chat, j'aurais bien aimé qu'on en parle plus, mais c'était un peu... Je voulais pas non plus mettre Blanche dans l'embarras... sur des questions un peu philosophiques. Mais ouais, voilà, si vous pouvez partager la cagnotte qu'on spamme dans le chat, là, je sais pas exactement de combien ils ont besoin, mais comme elle dit, si tout le monde met 10 balles, ça aidera. Et dans quelques années, on aura des réponses à plein de questions que les chasseurs font en sorte qu'on n'ait pas. Qu'on n'ait pas.